Le 15 octobre 1995, Antoine Dubois, âgé de 34 ans, et sa fille Sophie Dubois, âgée de 8 ans, quittèrent la ville d'Annecy pour se rendre dans le massif du Jura pour une excursion de week-end qu'il avait promise à sa petite depuis des mois. Antoine était ingénieur géologue avec une vaste expérience en alpinisme, tandis que Sophie était une enfant aventureuse qui adorait accompagner son père dans ses explorations. L'épouse d'Antoine, Marie Dubois, avait décidé de rester à la maison en raison d'un rhume, mais elle encouragea père et fille à poursuivre leur plan. Antoine avait minutieusement planifié l'itinéraire, emportant des cartes détaillées, un équipement de camping de qualité et des provisions pour 4 jours, incluant du pain baguette, du fromage comté et des conserves typiques de la région. Leur destination était une zone reculée du Jura où il espérait montrer à Sophie des formations rocheuses uniques qu'il avait étudiées des années auparavant. La Peugeot 205 bleue d'Antoine fut vue pour la dernière fois dans une station-service près du village de Saint-Claude, où ils firent le plein de carburant et achetèrent quelques provisions supplémentaires, notamment des croissants et du jambon de pays. L'employé de la station se souviendrait plus tard de la joyeuse fillette aux cheveux châtains qui posait des questions enthousiastes sur les animaux qu'ils pourraient rencontrer dans les montagnes. Lorsqu'Antoine et Sophie ne rentrèrent pas le dimanche soir comme prévu, Marie ne s'inquiéta pas immédiatement, pensant qu'ils avaient peut-être décidé de prolonger leur aventure d'une journée. Cependant, lorsque le lundi passa sans nouvelles et qu'Antoine ne se présenta pas à son travail, l'inquiétude se transforma en panique. Les autorités lancèrent les recherches le mardi, concentrant leurs efforts sur les routes connues menant au massif du Jura. Des équipes de secours, des volontaires locaux et, par la suite, l'armée française participèrent à une opération qui s'étendit sur plusieurs semaines, couvrant des centaines de kilomètres carrés de terrain montagneux. Malgré des efforts massifs incluant des hélicoptères, des chiens de recherche et des équipes spécialisées dans le sauvetage en montagne, aucune trace du véhicule ni des disparus ne fut trouvée. L'immensité et la complexité du Jura semblaient avoir englouti père et fille sans laisser le moindre indice. L'opération de recherche devint l'une des plus vastes de l'histoire de la région Franche-Comté. Pendant les 2 premières semaines, plus de 200 volontaires parcoururent les sentiers connus, tandis que des hélicoptères survolaient les zones les plus inaccessibles. Marie Dubois maintint une veille constante au centre de commandement établi à Lons-le-Saunier, s'accrochant à chaque fragment d'espoir. Les équipes de secours suivirent toutes les pistes possibles, des signalements de témoins aux théories sur des itinéraires alternatifs qu'Antoine aurait pu emprunter. Son expertise de géologue signifiait qu'il connaissait des chemins peu fréquentés, ce qui élargissait considérablement la zone de recherche potentielle. Chaque ravin, chaque formation rocheuse était explorée systématiquement. Le terrain du massif du Jura présentait des défis uniques pour les sauveteurs. Les formations calcaires créaient des ombres qui compliquaient la détection aérienne, tandis que les gorges profondes et les falaises rendaient l'accès terrestre dangereux. De nombreuses zones nécessitaient un équipement spécialisé pour l'escalade et le rappel afin d'être explorées correctement. Les médias français suivirent l'affaire de près, transformant la disparition d'Antoine et Sophie en une histoire nationale. Des photographies de la fillette de 8 ans souriante apparaissaient régulièrement dans les journaux comme Le Monde et Le Figaro, ainsi que dans des émissions télévisées sur France 2, tandis que des experts débattaient des causes possibles de la disparition. Les théories abondaient pendant les semaines de recherche. Certains spéculaient sur un accident de voiture dans un ravin profond, tandis que d'autres suggéraient que père et fils s'étaient perdus et survivaient peut-être quelque part dans une zone reculée. L'absence totale de preuves matérielles rendait toutes les hypothèses également plausibles et frustrantes. Après un mois de recherches intensives sans résultat, les autorités commencèrent à réduire progressivement l'opération. Les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisaient chaque jour, surtout avec la chute des températures nocturnes annonçant l'arrivée de l'hiver dans les montagnes du Jura. Les années qui suivirent furent dévastatrices pour Marie Dubois, qui ne perdit jamais l'espoir que son mari et sa fille réapparaissent un jour. Elle organisa des recherches privées avec des volontaires, engagea des détectives privés et maintint une correspondance régulière avec les autorités, les implorant de ne pas clore définitivement l'affaire. En 1997, 2 ans après la disparition, une expédition d'alpinistes signala avoir trouvé les restes d'un véhicule dans un ravin profond près de Baume-les-Messieurs, dans la zone de recherche initiale. La nouvelle raviva les espoirs de Marie, mais l'inspection révéla qu'il s'agissait d'une voiture abandonnée des années auparavant, sans lien avec Antoine et Sophie.
En 1998, Marie quitta Annecy pour s'installer à Lyon, incapable de supporter les rappels constants de sa famille perdue. Cependant, elle maintint le contact avec des groupes de recherche et de sauvetage, offrant des récompenses pour toute information sur le sort d'Antoine et Sophie. Sa maison se remplit de cartes annotées de zones de recherche potentielles. Les détectives privés engagés par Marie suivirent des pistes qui menaient à des impasses. Des signalements dans des villages reculés comme Ornans ou Mout se révélèrent être des cas d'erreur d'identité. Chaque faux espoir était comme une nouvelle perte pour Marie, mais sa détermination ne faiblit jamais complètement. En 2003, 8 ans après la disparition, les autorités classèrent officiellement l'affaire comme celle de personnes disparues sans preuve de survie. Marie refusa d'accepter cette conclusion, insistant pour continuer à chercher jusqu'à obtenir des réponses. Sa détermination inspira des groupes de volontaires qui organisaient occasionnellement des expéditions de recherche. La technologie de recherche avait considérablement progressé au fil des années. Des GPS plus précis, des caméras aériennes améliorées et des équipements de communication plus sophistiqués offraient de nouvelles possibilités pour explorer des zones jusque-là inaccessibles. Marie pressa constamment pour que ces nouveaux outils soient utilisés dans la recherche de sa famille. En 2006, 11 ans après la disparition, un groupe de jeunes alpinistes de l'Université de Franche-Comté à Besançon développa un intérêt particulier pour l'exploration des zones les plus reculées du massif du Jura. L'équipe, dirigée par l'étudiant en géologie Lucas Martin, âgé de 23 ans, avait entendu parler de l'affaire Dubois pendant ses études. Lucas avait grandi en écoutant des histoires sur Antoine Dubois, qui était une figure respectée dans la communauté géologique locale avant sa disparition. Les professeurs plus âgés se souvenaient de ses contributions à la cartographie géologique de la région et de sa passion pour l'exploration des formations rocheuses uniques dans des zones inexplorées du Jura. Le groupe universitaire avait adopté comme projet personnel l'exploration systématique de zones négligées lors des recherches initiales. En utilisant une nouvelle technologie GPS et des cartes géologiques mises à jour, ils identifièrent plusieurs zones prometteuses mais considérées comme trop dangereuses ou inaccessibles pour les équipes de secours des années 1990. Au cours de l'été 2006, l'équipe réalisa 3 expéditions dans différents secteurs du Jura, documentant soigneusement leurs découvertes et créant des cartes détaillées des zones explorées. Bien qu'ils n'aient trouvé aucune preuve liée au Dubois, leur travail contribua à une meilleure connaissance de la topographie de la région. L'histoire d'Antoine et Sophie avait acquis un statut presque légendaire parmi les alpinistes locaux. Certains les considéraient comme des symboles de la nécessité de respecter la montagne, tandis que d'autres y voyaient la preuve des mystères que le Jura continuait de cacher. Chaque nouvelle expédition portait en elle l'espoir silencieux de résoudre l'énigme. Marie Dubois, désormais âgée de 45 ans, commença à collaborer avec Lucas et son équipe, leur fournissant des informations détaillées sur les intérêts géologiques spécifiques d'Antoine. Ses connaissances des préférences d'exploration de son mari aidèrent le groupe universitaire à affiner leurs zones cibles pour les futures expéditions. Le 22 septembre 2006, lors de ce qui devait être leur dernière expédition de la saison, l'équipe de Lucas Martin se dirigeait vers une formation rocheuse particulièrement difficile, connue localement sous le nom de Point de vue de l'Aigle, dans le massif du Jura. La zone se caractérisait par des falaises verticales et un réseau complexe de grottes et de corniches rocheuses, jugées trop dangereuses lors des recherches initiales. Lucas et son compagnon d'escalade, Théo Lefebvre, descendaient en rappel une paroi verticale d'environ 100 mètres lorsque Théo remarqua quelque chose d'inhabituel sur une corniche rocheuse protégée, invisible depuis le haut ou le bas du ravin. Il y avait des débris de ce qui semblait être du matériel synthétique, clairement hors de place dans cet environnement naturel. En atteignant la corniche, les alpinistes découvrirent les restes détériorés de ce qui était manifestement un campement improvisé. Des fragments d'une tente bleue pendaient aux roches saillantes, tandis que des débris d'équipements de camping étaient éparpillés dans la zone abritée. L'emplacement était idéal pour se protéger des intempéries, mais totalement invisible pour toute recherche aérienne ou terrestre classique. Théo photographia immédiatement la zone avec son appareil photo numérique. Pendant que Lucas examinait soigneusement les débris sans perturber la scène, parmi les objets visibles se trouvait un sac à dos partiellement préservé, des restes de ce qui semblait être du matériel de cuisine et plusieurs objets métalliques qui scintillaient faiblement sous la lumière filtrée du soleil.
Le cœur de Lucas battait à tout rompre alors qu'il réalisait les implications de leur découverte. Après 11 ans, ils avaient trouvé une preuve tangible de présence humaine dans une zone correspondant parfaitement aux itinéraires qu'Antoine Dubois aurait pu emprunter. La relative préservation des matériaux synthétiques suggérait que le site avait été protégé des éléments pendant des années. Les alpinistes documentèrent méticuleusement leur découverte avant de remonter pour avertir les autorités. Ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de significatif, mais l'ampleur réelle de leur trouvaille restait encore à dévoiler. Le massif du Jura commençait enfin à révéler ses secrets après plus d'une décennie de silence. Les autorités arrivèrent sur le site le lendemain, accompagnés d'experts médico-légaux et d'équipes spécialisées dans le sauvetage en montagne. L'accès à la corniche rocheuse nécessitait un équipement technique avancé et des alpinistes expérimentés, ce qui expliquait pourquoi cette zone était restée inexplorée si longtemps. L'opération d'investigation devint l'une des plus complexes jamais réalisées dans le Jura. Le premier examen médico-légal révéla que le campement avait clairement été établi comme une mesure de survie d'urgence. La disposition des objets et la construction de l'abri improvisé témoignaient d'une connaissance et d'une expertise en technique de survie, cohérente avec le profil d'Antoine Dubois, alpiniste expérimenté. Parmi les objets récupérés figurait une pièce d'identité partiellement lisible, confirmant les soupçons initiaux. Il s'agissait bel et bien du campement où Antoine et Sophie Dubois avaient cherché refuge après leur disparition en 1995. La préservation de certains matériaux synthétiques avait permis à des éléments clés de survivre à plus d'une décennie d'exposition aux éléments. Les enquêteurs trouvèrent également des preuves d'un système ingénieux de collecte d'eau de pluie, construit à partir de morceaux de la tente et d'objets métalliques. Des marques sur les roches suggéraient que le campement avait été occupé pendant une période prolongée, peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La créativité et l'ingéniosité manifestées dans la construction de l'abri dessinaient le portrait d'une lutte déterminée pour la survie. Plus troublante fut la découverte d'un journal partiellement préservé, écrit de la main d'Antoine. Les pages lisibles décrivaient les premiers jours après que leur véhicule eut quitté la route lors d'une tempête, suivie d'une quête désespérée pour trouver une voie de sortie de la zone reculée où ils étaient bloqués. Les entrées du journal révélaient qu'Antoine avait maintenu un optimisme prudent pendant les premières semaines, enseignant à Sophie des techniques de survie et la divertissant avec des histoires et des jeux. Cependant, les entrées ultérieures montraient une inquiétude croissante quant à leurs chances de sauvetage et l'arrivée de l'hiver dans les montagnes du Jura. Les dernières pages du journal d'Antoine offraient une fenêtre déchirante sur les derniers jours conscients de père et fille dans leur abri improvisé. Antoine avait continué à écrire jusqu'à ce que les conditions deviennent trop difficiles, documentant méticuleusement ses tentatives pour signaler sa présence aux équipes de recherche qu'ils entendaient parfois passer au loin. Une entrée particulièrement émouvante décrivait comment Sophie avait conservé un esprit positif, même lorsque les provisions s'épuisaient, aidant son père à collecter l'eau de pluie et organisant leur rare possession chaque matin comme s'il s'agissait d'un jeu. Antoine écrivait sur la force extraordinaire de sa fille de 8 ans et sa détermination à aider papa à trouver le chemin de la maison. Le journal révélait également qu'Antoine avait tenté à plusieurs reprises d'escalader hors de la zone de la falaise pour chercher de l'aide, mais les conditions du terrain et sa responsabilité envers Sophie l'avaient forcé à revenir à chaque fois. Il avait réussi à construire des signaux de détresse visibles depuis les airs, mais ceux-ci avaient été détruits par des tempêtes ou simplement non détectés par les équipes de recherche. Les experts médico-légaux déterminèrent que le campement avait été abandonné environ 6 à 8 semaines après son établissement initial, sur la base de la détérioration des matériaux organiques et des preuves d'une exposition prolongée aux éléments. L'absence de restes humains dans la zone suggérait qu'Antoine et Sophie avaient quitté l'abri, bien que les circonstances de leur départ restaient incertaines. Pour un homme affaibli par des semaines de privation et portant une charge émotionnelle dévastatrice, la descente aurait été presque impossible. À 500 mètres du fond du ravin, dans une zone de roches instables connue des alpins, voici la traduction et l'adaptation en français du segment fourni, respectant strictement les exigences, conservation intégrale de l'intrigue, des détails, des émotions et du message, remplacement des noms par ceux fournis. Antoine Dubois, Sophie Dubois, Marie Dubois, Lucas Martin, Théo Lefebvre, adaptation des lieux à des localités françaises, principalement rurales dans la région du Jura, et des éléments culturels pour refléter la société française de province.
L'attention renouvelée des médias attira des volontaires de toute la France pour participer à la recherche. Des alpinistes expérimentés et des spéléologues donnèrent de leur temps et de leur expertise pour aider à résoudre enfin le mystère qui restait irrésolu depuis plus d'une décennie. Des plongeurs spécialisés explorèrent les bassins profonds de la rivière Ain, mentionnés par Antoine Dubois dans son journal comme leur objectif final. L'eau cristalline révéla des dépôts sédimentaires restés intacts pendant des années, mais ne livra aucune preuve immédiate des disparus. Une semaine après la découverte du campement, une équipe de recherche trouva des restes du sac à dos mentionné dans les dernières entrées du journal d'Antoine. Il était accroché dans la végétation à mi-chemin d'une des voies de descente les plus probables, suggérant que père et fille avaient bel et bien tenté la descente périlleuse qu'Antoine avait envisagée dans ses dernières notes. La découverte du sac à dos d'Antoine confirma qu'il et Sophie avaient effectivement tenté la dangereuse descente vers le fond du ravin. Le sac contenait quelques objets personnels, dont des photographies familiales qu'Antoine avait emportées et réussi à préserver pendant leur temps en montagne. Ces images de moments plus heureux offraient un contraste déchirant avec la situation désespérée à laquelle la famille avait été confrontée. Les experts en sauvetage en montagne examinèrent l'itinéraire de descente tenté par Antoine, évaluant sa faisabilité pour un adulte expérimenté accompagné d'une fillette de 8 ans. Leur conclusion fut que la descente était extrêmement dangereuse, même pour des alpinistes chevronnés, mais pas impossible pour quelqu'un animé par le désespoir et la détermination d'Antoine. En suivant la voie probable de descente, les équipes de recherche trouvèrent d'autres preuves du passage d'Antoine et Sophie, des fragments de vêtements accrochés dans des branches, des empreintes de mains sur des surfaces rocheuses et les restes d'une corde improvisée qu'Antoine avait fabriquée à partir de matériaux de son équipement de camping pour sécuriser les sections les plus périlleuses de la descente. Marie Dubois accompagna les équipes pendant une partie de la recherche dans la descente, déterminée à suivre les derniers pas de sa famille perdue. Sa présence motiva les volontaires, qui travaillèrent sans relâche pour retracer chaque itinéraire possible qu'Antoine et Sophie auraient pu emprunter dans leur quête désespérée de survie. À environ 2/3 du chemin vers le fond du ravin, les chercheurs firent une découverte qui changea toute la narration de la recherche. Dans une petite grotte, mais profonde, près de Baume-les-Messieurs, ils trouvèrent des preuves qu'Antoine et Sophie avaient à nouveau cherché refuge, cette fois dans des conditions bien plus primitives que leur campement initial sur la corniche. La grotte contenait les restes d'un petit feu, preuve qu'Antoine avait réussi à maintenir un peu de chaleur pendant ce qui étaient clairement les derniers jours de leur odyssée. Plus significatif encore, la grotte contenait également des indices indiquant qu'au moins l'un des deux avait survécu assez longtemps pour atteindre ce point intermédiaire dans leur descente vers le fond du ravin. La grotte intermédiaire révéla une histoire de survie encore plus désespérée que le campement initial sur la corniche. Les restes trouvés ici montraient qu'Antoine et Sophie étaient arrivés avec très peu de provisions et dans un état physique détérioré après leur dangereuse descente partielle de la paroi rocheuse. À l'intérieur de la grotte, les enquêteurs trouvèrent les restes d'un petit feu construit avec du bois collecté et des morceaux de vêtements brûlés pour servir de combustible. Les cendres contenaient des fragments de papier qui semblaient être des pages supplémentaires du journal d'Antoine, bien que les dommages causés par le feu rendaient tout texte illisible. La décision de brûler des pages du journal suggérait une situation désespérée où chaque matériau combustible était précieux. Plus loin dans la grotte, à l'abri des éléments, les enquêteurs firent une découverte qui bouleversa tous les participants à la recherche. Gravé soigneusement dans la paroi rocheuse avec un outil improvisé, Antoine avait laissé un message final, « Sophie, courageuse jusqu'au bout. Je t'aime, Marie. » AD 1995. Ce message confirma que père et fille étaient arrivés vivants dans la grotte, mais suggérait également quel avait été leur dernier refuge. La référence au courage de Sophie jusqu'à la fin impliquait que la fillette avait succombé aux conditions extrêmes, tout en conservant un esprit fort jusqu'à ses derniers instants. Les experts médico-légaux déterminèrent que la grotte avait été occupée pendant environ une semaine, sur la base de l'accumulation de cendres et des preuves d'une activité humaine prolongée. L'absence de restes humains suggérait qu'Antoine avait pris des mesures pour honorer les restes de sa fille, peut-être en les emportant avec lui dans une ultime tentative d'atteindre la civilisation. Marie Dubois, en lisant le message gravé de son mari, ressentit un mélange complexe de douleur renouvelée et de fermeture partielle. Après 11 ans d'incertitude,
Elle avait enfin une preuve définitive du destin de sa famille et la confirmation de l'amour indéfectible entre père et fille jusqu'à leur dernier moment. Armées des preuves de la grotte et du message final d'Antoine, les équipes de recherche concentrèrent leurs efforts sur la dernière voie vers le fond du ravin. Antoine, portant le poids du chagrin et la responsabilité des restes de Sophie, avait probablement trouvé assez de motivation pour achever cette descente périlleuse dans une ultime tentative désespérée de rejoindre la civilisation. La dernière voie de descente était la plus traîtresse de toutes, nécessitant de naviguer à travers des roches instables, des chutes verticales et un terrain précaire, rendu encore plus dangereux par l'humidité des pluies hivernales. Pour un homme affaibli par des semaines de privation et portant une charge émotionnelle dévastatrice, la descente aurait été presque impossible. À 500 mètres du fond du ravin, dans une zone de roches instables connue des alpinistes locaux comme particulièrement dangereuse près de Mout, les équipes de recherche trouvèrent des preuves du passage final d'Antoine. Des fragments de sa veste étaient éparpillés parmi les roches, suggérant une chute ou un glissement qui aurait été fatal compte tenu des conditions du terrain. Les spécialistes en sauvetage déterminèrent qu'Antoine était parvenu étonnamment loin dans sa descente finale, démontrant une détermination extraordinaire, portée par l'amour paternel et le désespoir. Son avancée jusqu'à ce point fut considérée comme remarquable, étant donné les conditions extrêmes et son état physique détérioré. Près du campement, les enquêteurs trouvèrent des traces d'un sentier improvisé qu'Antoine avait commencé à tailler dans la roche, apparemment dans une tentative désespérée de créer une voie d'évacuation vers un terrain plus bas. Les marques d'outils sur la pierre montraient des semaines de travail acharné, mais le sentier s'arrêtait abruptement à une paroi verticale impossible à escalader. La dernière entrée lisible du journal, datée du 2 décembre 1995, presque 7 semaines après leur disparition initiale, relatait la décision d'Antoine de tenter une descente finale avec Sophie, ne prenant que l'essentiel dans une quête désespérée pour atteindre le fond du ravin où il espérait trouver la rivière qui les mènerait vers la civilisation. La découverte du campement insuffla immédiatement une nouvelle énergie à une phase de recherche, cette fois concentrée sur les itinéraires de descente possibles depuis la corniche rocheuse jusqu'au fond du système de ravin. Marie Dubois, désormais âgée de 46 ans, voyagea depuis Lyon pour superviser personnellement les efforts renouvelés, portant avec elle 11 ans d'espoir inassouvi. Les équipes de recherche utilisèrent les informations du journal pour reconstituer les mouvements probables d'Antoine et Sophie pendant leurs derniers jours dans l'abri. La connaissance des intentions d'Antoine, documentée de sa propre main, fournit des indications précises pour orienter les efforts de recherche, contrairement à l'exploration aléatoire qui avait caractérisé les opérations initiales. L'attention renouvelée des médias attira des volontaires de toute la France pour participer à la recherche. Des alpinistes expérimentés et des spéléologues donnèrent de leur temps et de leur expertise pour aider à résoudre enfin le mystère qui restait irrésolu depuis plus d'une décennie. Des plongeurs spécialisés explorèrent les bassins profonds de la rivière Ain, mentionnés par Antoine Dubois dans son journal comme leur objectif final. L'eau cristalline révéla des dépôts sédimentaires restés intacts pendant des années, mais ne livra aucune preuve immédiate des disparus. Une semaine après la découverte du campement, une équipe de recherche trouva des restes du sac à dos mentionné dans les dernières entrées du journal d'Antoine. Il était accroché dans la végétation à mi-chemin d'une des voies de descente les plus probables, suggérant que père et fille avaient bel et bien tenté la descente périlleuse qu'Antoine avait envisagée dans ses dernières notes. La découverte du sac à dos d'Antoine confirma qu'il et Sophie avaient effectivement tenté la dangereuse descente vers le fond du ravin. Le sac contenait quelques objets personnels, dont des photographies familiales qu'Antoine avait emportées et réussi à préserver pendant leur temps en montagne. Ces images de moments plus heureux offraient un contraste déchirant avec la situation désespérée à laquelle la famille avait été confrontée. Les experts en sauvetage en montagne examinèrent l'itinéraire de descente tenté par Antoine, évaluant sa faisabilité pour un adulte expérimenté accompagné d'une fillette de 8 ans. Leur conclusion fut que la descente était extrêmement dangereuse, même pour des alpinistes chevronnés, mais pas impossible pour quelqu'un animé par le désespoir et la détermination d'Antoine. En suivant la voie probable de descente, les équipes de recherche trouvèrent d'autres preuves du passage d'Antoine et Sophie, des fragments de vêtements accrochés dans des branches, des empreintes de mains sur des surfaces rocheuses et les restes d'une corde improvisée qu'Antoine avait fabriquée à partir de matériaux de son équipement de camping pour sécuriser les sections les plus périlleuses de la descente.
Marie Dubois accompagna les équipes pendant une partie de la recherche dans la descente, déterminée à suivre les derniers pas de sa famille perdue. Sa présence motiva les volontaires, qui travaillèrent sans relâche pour retracer chaque itinéraire possible qu'Antoine et Sophie auraient pu emprunter dans leur quête désespérée de survie. À environ 2/3 du chemin vers le fond du ravin, les chercheurs firent une découverte qui changea toute la narration de la recherche. Dans une petite grotte, mais profonde, ils trouvèrent des preuves qu'Antoine et Sophie avaient à nouveau cherché refuge, cette fois dans des conditions bien plus primitives que leur campement initial sur la corniche. La grotte contenait les restes d'un petit feu, preuve qu'Antoine avait réussi à maintenir un peu de chaleur pendant ce qui étaient clairement les derniers jours de leur odyssée. Plus significatif encore, la grotte contenait également des indices indiquant qu'au moins l'un des deux avait survécu assez longtemps pour atteindre ce point intermédiaire dans leur descente vers le fond du ravin. La grotte intermédiaire révéla une histoire de survie encore plus désespérée que le campement initial sur la corniche. Les restes trouvés ici montraient qu'Antoine et Sophie étaient arrivés avec très peu de provisions et dans un état physique détérioré après leur dangereuse descente partielle de la paroi rocheuse. À l'intérieur de la grotte, les enquêteurs trouvèrent les restes d'un petit feu construit avec du bois collecté et des morceaux de vêtements brûlés pour servir de combustible. Les cendres contenaient des fragments de papier qui semblaient être des pages supplémentaires du journal d'Antoine, bien que les dommages causés par le feu rendaient tout texte illisible. La décision de brûler des pages du journal suggérait une situation désespérée où chaque matériau combustible était précieux. Plus loin dans la grotte, à l'abri des éléments, les enquêteurs firent une découverte qui bouleversa tous les participants à la recherche. Gravé soigneusement dans la paroi rocheuse avec un outil improvisé, Antoine avait laissé un message final, « Sophie, courageuse jusqu'au bout. Je t'aime, Marie. » AD 1995. Ce message confirma que père et fille étaient arrivés vivants dans la grotte, mais suggérait également quel avait été leur dernier refuge. La référence au courage de Sophie jusqu'à la fin impliquait que la fillette avait succombé aux conditions extrêmes, tout en conservant un esprit fort jusqu'à ses derniers instants. Les experts médico-légaux déterminèrent que la grotte avait été occupée pendant environ une semaine, sur la base de l'accumulation de cendres et des preuves d'une activité humaine prolongée. L'absence de restes humains suggérait qu'Antoine avait pris des mesures pour honorer les restes de sa fille, peut-être en les emportant avec lui dans une ultime tentative d'atteindre la civilisation. Marie Dubois, en lisant le message gravé de son mari, ressentit un mélange complexe de douleur renouvelée et de fermeture partielle. Après 11 ans d'incertitude, elle avait enfin une preuve définitive du destin de sa famille et la confirmation de l'amour indéfectible entre père et fille jusqu'à leur dernier moment. Armées des preuves de la grotte et du message final d'Antoine, les équipes de recherche concentrèrent leurs efforts sur la dernière voie vers le fond du ravin. Antoine, portant le poids du chagrin et la responsabilité des restes de Sophie, avait probablement trouvé assez de motivation pour achever cette descente périlleuse dans une ultime tentative désespérée de rejoindre la civilisation. La dernière voie de descente était la plus traîtresse de toutes, nécessitant de naviguer à travers des roches instables, des chutes verticales et un terrain précaire, rendu encore plus dangereux par l'humidité des pluies hivernales. Au fond du ravin, là où Antoine avait espéré trouver la rivière qui le mènerait vers le salut, les équipes de recherche firent leur découverte la plus significative. Dans une zone protégée près du lit de la rivière saisonnière, ils trouvèrent des preuves qu'Antoine avait réussi à atteindre sa destination finale, mais que ses forces s'étaient épuisées dans l'effort. Marie Dubois était présente lorsque les équipes de secours récupérèrent enfin les restes d'Antoine et de Sophie au fond du ravin près de la rivière Ain, où ils étaient restés pendant 11 ans. La préservation partielle, due au climat sec des montagnes du Jura, avait permis à des objets personnels importants de survivre, offrant à Marie une clôture supplémentaire et une confirmation définitive de l'identité de ses proches. Parmi les effets personnels récupérés se trouvait l'alliance d'Antoine, qu'il avait soigneusement préservée tout au long de leur odyssée de survie. Ils trouvèrent également une petite poupée que Sophie avait emportée pour le voyage, désormais décolorée mais reconnaissable comme le jouet préféré qui avait accompagné la famille dans de nombreuses aventures passées. Ces trouvailles fournirent une preuve supplémentaire de l'extraordinaire dévouement d'Antoine envers sa fille durant leurs derniers jours. Il avait réussi à maintenir un environnement de protection et d'amour, même dans les circonstances les plus désespérées, honorant son rôle de père jusqu'à ses derniers instants conscients.
Marie organisa une cérémonie d'adieu sur le site où Antoine et Sophie furent trouvés, près de Baume-les-Messieurs, invitant tous les volontaires, sauveteurs et enquêteurs qui avaient participé à la recherche pendant 11 ans. La cérémonie rendit hommage non seulement à Antoine et Sophie, mais aussi à l'engagement exceptionnel des nombreuses personnes qui n'avaient jamais cessé de les chercher. Lucas Martin et son équipe universitaire furent particulièrement reconnus pour leur persévérance à explorer des zones considérées comme impossibles par d'autres. Leur découverte initiale du campement avait été le catalyseur pour résoudre l'un des cas de disparition les plus longs de l'histoire de la Franche-Comté. L'histoire de survie d'Antoine et Sophie devint une légende dans la communauté des alpinistes, mais aussi une histoire d'amour familial qui résonna auprès de personnes de toutes conditions sociales. Leur lutte contre des éléments implacables, tout en préservant dignité et amour jusqu'à la fin, inspira un respect et une admiration généralisée. L'analyse détaillée de l'odyssée de survie d'Antoine et Sophie fournit des enseignements précieux pour les futures équipes de secours et les alpinistes. Leur capacité à établir des campements efficaces dans des conditions extrêmes, à développer des systèmes de collecte d'eau et à maintenir le moral pendant des semaines d'isolement devint une matière d'étude pour les programmes de survie. Les experts déterminèrent qu'Antoine avait pris des décisions remarquablement judicieuses pendant la majeure partie de leur épreuve, maximisant leurs chances de survie et de sauvetage. Sa décision de tenir un journal détaillé fournit des informations cruciales qui conduisirent finalement à leur découverte, démontrant l'importance de la documentation même dans des situations de survie extrême. La construction du campement initial sur la corniche fut analysée par des ingénieurs et des spécialistes de la survie, qui confirmèrent qu'Antoine avait appliqué des principes solides de protection contre les éléments et de conservation d'énergie. Sa formation de géologue lui avait fourni des connaissances essentielles sur les formations rocheuses et les schémas climatiques du Jura. Les techniques de survie improvisées développées par Antoine pendant son temps en montagne furent documentées et intégrées dans des manuels de formation pour les équipes de secours. Sa capacité à adapter un équipement de camping standard à de multiples usages fut essentielle à leur survie prolongée. La force mentale démontrée par Antoine et Sophie durant leur épreuve devint un sujet d'étude pour les psychologues spécialisés dans le traumatisme et la survie. La capacité de Sophie, à seulement 8 ans, à conserver un esprit positif, et la détermination d'Antoine à protéger et divertir sa fille jusqu'à la fin illustrèrent le pouvoir de l'amour familial dans des circonstances extrêmes. Les protocoles de recherche et de sauvetage dans le Jura furent révisés sur la base des leçons tirées du cas du bois. L'importance d'explorer des zones apparemment inaccessibles et l'utilité des nouvelles technologies dans les recherches prolongées devinrent des éléments standards de la formation des équipes de secours. 12 ans après la découverte des restes, l'histoire d'Antoine et Sophie Dubois continue d'inspirer les alpinistes, les familles et toute personne confrontée à des adversités apparemment insurmontables. Marie Dubois créa une fondation en mémoire de sa famille, dédiée à l'amélioration des protocoles de recherche et de sauvetage dans les zones montagneuses reculées de France. La Fondation Dubois a financé le développement de nouvelles technologies de suivi pour les alpinistes, y compris des dispositifs d'urgence par satellite et des systèmes de communication améliorés qui auraient pu changer l'issue de la situation d'Antoine et Sophie. L'objectif est d'empêcher d'autres familles de vivre la même tragédie prolongée. Lucas Martin termina ses études de géologie et se spécialisa dans le sauvetage en montagne, consacrant sa carrière à explorer et cartographier les zones reculées du Jura. Son travail a conduit à la découverte de plusieurs autres sites d'accidents historiques et a considérablement amélioré la sécurité pour les futures expéditions. Le campement original où Antoine et Sophie avaient cherché refuge a été préservé comme un mémorial, accessible uniquement aux alpinistes expérimentés, mais régulièrement visité par ceux qui souhaitent rendre hommage à leur extraordinaire détermination familiale. Une plaque de bronze marque le site, décrivant l'histoire de survie et d'amour qui s'y est déroulée. Marie, désormais dans la cinquantaine, a trouvé une certaine paix en sachant qu'Antoine et Sophie étaient restés unis jusqu'à la fin et qu'ils s'étaient battus courageusement pour rentrer chez eux. Leurs restes furent inhumés ensemble à Annecy, lors d'une cérémonie qui attira des centaines de personnes ayant suivi leur histoire pendant plus d'une décennie. L'histoire est devenue une partie du folklore du Jura, racontée par les guides locaux aux visiteurs comme un rappel des dangers de la montagne et de la puissance de l'amour familial. Des livres et des documentaires ont préservé les détails de leur odyssée de survie pour les générations futures. Chaque année, à l'anniversaire de leur disparition initiale,
des alpinistes de toute la France entreprennent une expédition commémorative vers le site de leur dernier campement. Ces événements ont évolué en une tradition qui honore non seulement Antoine et Sophie, mais aussi toutes les personnes ayant perdu la vie dans les montagnes françaises. L'histoire des Dubois a démontré que, même dans les circonstances les plus désespérées, l'amour familial peut fournir la force de persévérer au-delà des limites humaines normales. Antoine tint sa promesse de protéger Sophie jusqu'à ses derniers instants, et elle répondit par un courage qui inspira chaque mot de son journal final. Le massif du Jura a finalement livré ses secrets après 11 ans, mais non sans enseigner des leçons précieuses sur la survie, la détermination et l'importance de ne jamais abandonner l'espoir. La recherche d'Antoine et Sophie a transformé les protocoles de sauvetage, inspiré de nouvelles technologies et, plus important encore, démontré que l'amour véritable perdure même dans les circonstances les plus impossibles. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émouvante histoire de survie, d'amour familial et de persévérance qui a bouleversé toute la France. Antoine et Sophie Dubois nous ont appris que le véritable héroïsme se trouve dans les moments les plus difficiles, lorsque nous protégeons ceux que nous aimons, quel qu'en soit le coût personnel. Partagez dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et racontez-nous si vous connaissez une histoire similaire de survie et d'amour familial qui vous a marqué.